Je pense que vous en êtes tous convaincus que le réchauffement est déjà présent sur tous nos bassins versants. Donc on a fait une étude avec Météo France depuis les années 60 et le réchauffement est significatif de plus de 1 degré au niveau de l'augmentation de température moyenne annuelle au niveau de l'air. Et on s'attend en 2050 à quelque chose compris sur notre grand sud-ouest, quelque chose compris entre plus 1,5 et 2,8 degrés d'augmentation de température de l'air. Et vous allez voir que pour nous, ça a des conséquences sur le cycle hydrologique de façon assez importante. Alors, quelques données quand même sur ce changement climatique avant de passer à l'hydrologie. Donc vous avez là des cartes qui vous présentent l'évolution de la température moyenne quotidienne en hiver. Donc à gauche, la référence du climat présent et à droite, un scénario intermédiaire, ni trop pessimiste ni trop optimiste pour 2050. Et vous voyez, j'espère, qu'il y a de moins en moins de points roses et de plus en plus de taches vertes claires, ce qui signifie pour nous eh bien, des températures moyennes négatives de moins en moins importantes en montagne. Donc on s'attend à moins d'enneigement. Et un régime des rivières qui va passer d'un régime pluvial avec des débits assez élevés en mai-juin avec la fonte des neiges, à un régime pluvial, donc avec des hauts débits durant l'hiver, notamment février-mars. Et puis peut-être ça vous concerne moins, mais pour nous c'est important, les températures plus douces sur la façade littorale et donc une attractivité du territoire importante, ce qu'on appelle le littoralisation de la population et qui pour nous pose des questions en termes de disponibilité de la ressource en eau puisqu'on est sur le littoral, loin des châteaux d'eau que sont le Massif central et les Pyrénées. Vous avez le même principe de carte pour la température moyenne quotidienne sur l'été en 2050. Donc on compare l'été en 2050 par rapport à la température du climat présent. Et on voit donc le brunissement de la carte pour le sud-ouest qui nous vient de la Méditerranée, ce qu'on appelle la méditerranéisation du climat, avec un climat plus chaud et plus sec l'été, donc sur la façade littorale méditerranéenne, et puis un grand axe de la Garonne. Donc ça signifie plus de jours de sécheresse, plus de jours de canicule. Donc vous avez, voyez, les températures sur Toulouse, sur Albi, comprises entre plus 1 degré et plus de 3 degrés de température d'élévation au niveau de l'été par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On a coutume de dire que l'été 2003 sera globalement un été très classique, très moyen en 2050. Alors évidemment, ce changement de climat, je n'ai volontairement pas parlé du régime des précipitations, parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on s'attend dans le sud-ouest à avoir globalement le même cumul de précipitations, mais avec une fréquence et une intensité très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec ces changements de variables climatiques, on a, nous, directement des conséquences sur l'hydrologie. Donc je vous présente là la carte de France issue d'une étude nationale qui s'appelle Explore 2070, où on voit la baisse des débits moyens à l'horizon 2050. Vous voyez que le sud-ouest est particulièrement frappé par ces évolutions à la baisse des débits. Donc on a estimé sur le bassin Adour-Garonne dans son ensemble que si on élevait la température de l'air de plus de degrés, ça aurait des conséquences donc sur la baisse de l'enneigement comprise entre moins 35 et moins 60% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, un facteur très important que vous connaissez tous, c'est une élévation de l'évapotranspiration comprise sur l'année entre plus 10 et plus 30% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc mécaniquement, moins d'enneigement et plus d'évapotranspiration, ça signifie des baisses de débit comprises entre moins 20 et moins 40% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait dire aux spécialistes de l'hydrologie que le déficit entre besoins et ressources à l'échéance 2050 sur l'ensemble du bassin Adour-Garonne serait comprise entre 800 millions et 1,8 milliard, donc une médiane à 1,2 milliard de mètres cubes de différence entre les besoins théoriques et les ressources disponibles. Donc comme je l'ai dit, je précise, c'est bien le phénomène d'évapotranspiration qui a le plus d'impact
sur le cycle hydrologique. Et depuis l'étude Garonne 2050 que nous avions menée de 2010 à 2013, nous savons que c'est vraiment ce phénomène qui est le plus important. Donc si on estime qu'on a globalement le même niveau de précipitation, mais une augmentation de l'évapotranspiration comprise entre 10 et 30%, alors on a moins d'eau disponible pour l'écoulement et pour l'infiltration vers les nappes. Et je vous ai mis en haut des cartes du sud-ouest pour ce qui concerne l'évapotranspiration, donc moyenne annuelle et puis après par saison. Et on voit notamment que c'est l'automne que l'augmentation de l'évapotranspiration est importante, avec lié à la méditerranéisation du climat, des étés qui se prolongent sur l'automne avec une augmentation de l'évapotranspiration qui pour nous a des conséquences sur la sécheresse des sols et la sécheresse hydrologique. Ces moindres débits dans les rivières ont des conséquences directes sur la température de l'eau qui augmente, sur la teneur en oxygène dissous qui diminue, et donc des problèmes pour nous liés à la qualité de l'eau et à la biodiversité qui est inféodée au cours d'eau. Donc je vous donne là quelques exemples d'évolution des débits mensuels sur le Tarn à Albi, le Lot à Cahors et la Garonne à Portée-sur-Garonne. Donc vous avez les évolutions minimum et maximum prévues en 2050 par rapport au débit d'aujourd'hui. Donc sur l'année, on retrouve bien le moins 20, moins 40% que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc c'est vrai sur tous les cours d'eau du sud-ouest, avec des étiages, donc les périodes de basse eau l'été, qui commenceraient plus tôt, qui seraient plus précoces, qui seraient plus sévères l'été, et plus longue dans la saison, avec l'automne notamment, du fait de l'évapotranspiration et de la sécheresse automnale, en moyenne bien sûr. Ce qui évidemment nous pose un souci, puisque c'est à ce moment-là où globalement les usages ont le plus besoin d'eau, et notamment l'agriculture, en période d'été. Donc le comité de bassin, donc notre parlement de l'eau, face à ces constats plutôt drastiques, ont décidé d'élaborer un plan d'adaptation au changement climatique pour le bassin, et on a commencé par éditer des cartes dites de vulnérabilité, c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui si on y ajoute le changement climatique sur différentes thématiques. Et là, je vous présente les cartes en termes de risque par rapport à la disponibilité en eau. Vous avez donc à gauche les eaux de surface et à droite les eaux souterraines. Ce qui est en rose sont des cartes, c'est des zones très vulnérables, et en gris des zones plutôt modérées en termes de vulnérabilité par rapport à la disponibilité. Donc vous voyez, et on retrouve on va dire cet axe Garonne, et puis aussi le sud-est, donc plutôt le bassin de la Goutte et du Tarn, comme des zones très vulnérables, mais aussi, bon, ça vous concerne moins, mais ça concerne une zone viticole importante, tout ce qui est la Charente aussi, particulièrement vulnérable. Et ce, d'autant plus que Météo France nous annonce des sécheresses des sols très importantes à l'échéance 2050. Donc vous avez là des cartes, donc à gauche pour l'été, à droite pour l'automne, des cartes de la fréquence de la sécheresse décennale d'aujourd'hui. Donc la sécheresse qui arrive une année sur 10 aujourd'hui, la sécheresse sévère d'aujourd'hui, qui arriverait, donc là encore on retrouve le sud-est pour nous du bassin, et puis l'axe Garonne en rouge pour l'été, rouge quasiment partout pour l'automne. Ça signifie cette zone rouge en fait, que la sécheresse décennale d'aujourd'hui, qui arrive une année sur 10 aujourd'hui, arriverait 7 à 8 années sur 10 en 2050. Donc vraiment des conséquences importantes pour les occupations du sol et les usages. On a aussi édité une carte du risque de dégradation de la qualité des eaux, et notamment avec un risque accru d'eutrophisation des cours d'eau. Et on présente cette carte pour dire qu'en fait, la baisse des débits, ça a aussi pour nous un sens en termes de baisse de dilution des polluants, et donc vraiment un risque d'aggravation de la qualité des eaux. À chaque fois, je vous présente des cartes pour l'ensemble du bassin Adour-Garonne, et avec nous, notre découpage en bassin versant. Et enfin, une fragilisation de la biodiversité inféodée au milieu aquatique, donc à gauche pour les cours d'eau et à droite pour ce qu'on appelle les zones humides,
où là on voit vraiment que les Pyrénées et la façade atlantique vont vraiment changer en termes de paysage et le risque de zones humides qui vont sans doute s'assécher, transformer vraiment en termes de végétation. Donc face à ces constats, le plan d'adaptation doit répondre à 4 objectifs majeurs. D'abord, faire face à cette baisse de la disponibilité en eau et à cette variabilité de l'hydrologie et limiter l'impact des sécheresses. Préserver la qualité de la ressource, accompagner les écosystèmes vers des climats plus chauds et plus secs, et puis se prémunir contre les risques. On n'en a pas trop parlé ici, mais il reste un risque inondation important. La méditerranéisation du climat fait que, notamment dans le sud-est de notre bassin, on aura aussi sans doute plus d'épisodes cévenols, avec en tout cas des fréquences, des intensités de pluie plus importantes. Et on a fait aussi une évaluation sur la façade littorale, mais je laisse la question de la submersion et de l'érosion côtière. On a tout un chapitre dans ce plan d'adaptation qui concerne l'agriculture avec des axes importants. C'est pas spécifique à la viticulture, mais vous allez vous y reconnaître. Des axes importants pour se préparer à l'avenir et à ses conséquences sur le cycle hydrologique. D'abord, développer des exercices prospectifs socio-économiques à l'échelle des filières. Je pense que c'est important de se projeter à l'avenir et une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment le signe que vous mobilisez pour les 30 ans qui arrivent. Renforcer le réseau d'acteurs pour amplifier ce que nous, on appelle la transition agroécologique. On a vraiment beaucoup à faire avec des solutions basées sur l'agronomie. Encourager les coopérations stratégiques pour créer des filières agricoles plus vertueuses en termes de gestion des intrants. Donc, comme j'ai dit, il y aura un manque de dilution du fait de la baisse des débits. Donc, si possible, éviter les pollutions à la source. Donc, pour nous, la meilleure manière d'éviter les pollutions, c'est de limiter les intrants. Ça vous concerne peu, mais pour nous, sauvegarder l'élevage extensif, c'est très important parce que le système herbe est vraiment un système qui limite l'érosion des sols, qui permet l'infiltration de l'eau, et puis généralement qui est utilisé de façon extensive. Donc c'est important comme axe pour adapter l'agriculture. Alors, dans le plan d'adaptation, il n'est pas parlé de cépage, mais on a écrit qu'il faut favoriser l'usage de semences de variétés tolérantes à la sécheresse. Et je pense que là, on peut faire une correspondance avec le secteur viticole. Et puis, pour les surfaces irriguées, évidemment, poursuivre l'amélioration de l'efficience du matériel et des réseaux d'irrigation pour faire le maximum d'économie d'eau. Donc voilà, pour conclure, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce plan que vous trouverez sur Internet, mais pour vous dire quand même que, appliqué localement, il s'agit de combiner les solutions entre elles et de ne pas penser uniquement à la technologie, aux infrastructures, mais aussi à beaucoup de mesures dites douces, institutionnelles, donc que j'ai mis ici en rose, donc la gouvernance pour le partage de l'eau, l'amélioration de la connaissance, et là je pense que les instituts techniques ont vraiment leur rôle à jouer, la planification, donc nous on a un outil de gestion intégrée de la ressource en eau qui s'appelle les SAGE, et sur la gestion quantitative on a aussi un nouveau dispositif qui s'appelle les projets de territoire pour la gestion de l'eau, et puis le changement de pratique, et là je pense directement pour vous à des évolutions de cahier des charges notamment. Associé à ces mesures douces institutionnelles, on y associe nous souvent des mesures dites fondées sur la nature, donc retour à l'agronomie et notamment donc, toute l'importance de l'herbe, la richesse des sols en matière organique qui permettent une meilleure rétention de l'eau. Mais c'est aussi, donc, comme je l'ai dit, des nouveaux cultivars, c'est aussi éventuellement des biostimulants. Et puis une dernière partie non négligeable, les infrastructures. Donc là j'ai mis une photo de station d'épuration, mais vous pouvez imaginer donc, des réseaux d'irrigation performants, du stockage supplémentaire de l'eau, de la réutilisation des eaux usées traitées. Enfin voilà, un appui sur les infrastructures et la technologie. Et voilà, je crois que j'en ai fini.